Charlotte Pembry ne tressaillit pas quand sa belle-mère annonça le prix. Elle se tenait sur la deuxième marche du portique de Pembry Hall. Elle portait la robe que Lady Constance avait choisie pour elle, de la soie rose pâle. Mais elle avait appartenu à une tante décédée depuis longtemps. La robe était démodée de 3 ans et trop serrée d'1 pouce au niveau des côtes, et elle écoutait sa propre personne être ajoutée à l'acte de vente. 2700 livres, dit Lady Constance. Sa voix s'éleva pour la cour de gravier en contrebas. Le soleil de mai capta son éclat artificiel. La somme totale des dettes impayées de Sir Edmund. Pour les effacer, il est prêt à se séparer du contenu non grevé de la bibliothèque Ouest. La jument de feu Lady Pembry. Le coffre de dot en noyer sculpté avec son contenu. Et en gage du sérieux de notre charité, la responsabilité de l'avenir de sa fille aînée. Quiconque prend le lot, prend Charlotte. Un rire parcourut la foule assemblée dans la cour de gravier. Ce n'était pas un rire bienveillant. Charlotte compta 23 personnes, 11 gentilshommes du voisinage. Ils avaient les visages mous et ennuyés d'hommes venus assister à une humiliation. Et ils découvraient qu'elle serait servie avec du clairet. 4 amis de sa belle-mère, 3 créanciers. Monsieur Pratt, le commissaire-priseur de Reading, sur la marche inférieure. Il portait son manteau gris. Il regardait ses bottes cirées, comme s'il ne pouvait se résoudre à la regarder. Geneviève, au bord des marches. Elle avait les 2 mains pressées contre sa bouche. Elle feignait une horreur qu'elle ne ressentait pas. Sir Edmund, son père, quelque part dans l'embrasure de la porte derrière elle, déjà en train de boire. Le vent de mai souffla à travers l'aubépine au bord du gravier. Il transporta son odeur blanche et verte à travers la cour. Charlotte se concentra sur cette odeur. Elle ajusta le poignet de sa manche gauche. Elle ajustait son poignet gauche depuis 25 secondes. C'est alors que Lady Constance, encouragée par le rire, décida de serrer la vis. « C'est une plaisanterie, bien sûr, » dit sa belle-mère d'une voix mielleuse. « Mais Charlotte vient bien avec le lot. Je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion plus tard. 26 ans, célibataire, accompli en catalogage et en économie domestique. Et on me dit... Une pause douce et chirurgicale. Elle ne pleure pas facilement. Celui qui nous prendra à notre prix ne sera pas épuisé par les sentiments. Le rire qui suivit se brisa contre Charlotte. C'était comme une vague qui aurait répété pendant des heures. Elle ne pleura pas. Elle ne bougea pas. Elle ne regarda pas son père dans l'embrasure de la porte. Elle regarda le manteau gris de M. Pratt. Elle regarda le bout ciré de ses bottes. Et la petite façon misérable dont il tenait son marteau. Et elle comprit que personne dans cette cour ne s'attendait à ce qu'elle reste debout aussi longtemps. « 3000 livres !» dit une voix depuis le portail. Elle venait du côté sud de la cour, d'un homme sur un grand cheval noir qui n'était pas là 1 minute plus tôt. Et au moment où il parla, les rires cessèrent, comme si une porte avait été claquée. Il avait peut-être 28 ans. Il était large d'épaules, dans un manteau d'équitation sombre, la couleur d'une rivière en hiver. Et il était assis sur son cheval, comme un homme s'assoit sur une chaise qu'il utilise depuis une décennie, sans aucune affectation. Ses cheveux étaient décoiffés par la chevauchée, d'une manière peu à la mode. Sa bouche, ni souriante ni non souriante, ne laissait rien paraître. 3000, répéta-t-il. Payé aujourd'hui, le lot tel que listé, en totalité. Il descendit de cheval d'un mouvement souple. Il jeta les rênes au garçon près du portail, sans le regarder. Et l'air dans la cour de gravier quitta tous les poumons en même temps. Charlotte entendit un créancier à l'arrière murmurer « Mon Dieu !» Elle entendit sa belle-mère ne rien dire, ce qui était extraordinaire. « Monsieur !» commença M. Pratt, en se reprenant. « Ah, c'est-à-dire votre nom, monsieur, pour le reçu. »« Ashbourne !» dit l'homme. Il monta les 3 marches basses, tout en parlant. « Tristan Ashbourne, d'Ashbourne Park. » Votre marteau, Monsieur Pratt, s'il vous plaît. Il prit le marteau de la main du commissaire-priseur. Il ne jeta pas un regard à Lady Constance. Il ne jeta pas un regard aux gentilshommes qui riaient. Il regarda une fois Charlotte. Un regard qui dura peut-être un quart de seconde. Rapide et parfaitement neutre. Le regard d'un homme qui vérifie qu'une chose à laquelle il pensait est toujours là. Et puis, il abattit le marteau sur le bloc de bois de Monsieur Pratt, qui se trouvait sur le gravier. « Adjugé », dit le duc d'Ashbourne. Il posa le marteau sur la marche. Il tira une traite bancaire pliée de son manteau. Elle la pressa dans la main de M. Pratt.
Il se tourna alors et regarda Charlotte convenablement pour la première fois. Ses yeux étaient du gris sombre de l'ardoise après la pluie. « Mademoiselle Pembry, dit-il, avez-vous quelque chose dans la maison que vous ne supporteriez pas de laisser ?» Elle fut, pendant une absurde demi-seconde, sur le point de rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce qu'en 3 minutes, un étranger avait fait taire sa belle-mère. Il avait payé les dettes de son père, et il lui demandait, à elle, ce qu'elle souhaitait emporter, comme si le lot d'objets vendus en bas des marches ne l'incluait pas elle-même. « Le livre de prière de ma mère, dit-elle. » Sa voix était très assurée. « La jument grise et un petit cheval sculpté du bureau sud. Rien d'autre. »« Alors, si vous me permettez 20 minutes, dit le duc, je ferai emballer vos affaires. J'obtiendrai la signature de votre belle-mère sur l'acte de cession. Et la voiture sera à la porte. Les dettes de votre père sont maintenant mon affaire. Je préférerais ne pas passer l'après-midi dans cette cour à en discuter. » Il s'inclina, une révérence si précise qu'elle frisait l'insulte envers Lady Constance. Puis, il se tourna pour régler les formalités avec M. Pratt. Charlotte se tenait sur la 2e marche du portique. L'odeur d'aubépine traversa de nouveau la cour. Son mollet gauche était, remarqua-t-elle pour la première fois, parfaitement droit. Elle ne pleura pas. Elle ne regarda pas son père. Elle regarda le dos du manteau sombre du duc d'Ashbourne. Et elle pensa, très clairement, « Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas dans quoi je viens de m'engager. Mais je ne serai pas acheté, et je ne serai pas donné. Nous le découvrirons ensemble, vous et moi. » Le cheval sculpté de l'étagère du bureau de son oncle n'était pas plus grand que sa paume. Elle alla le chercher elle-même. La voiture qui l'emmena loin de Pemberley Hall était une simple chaise de voyage. Les armoiries d'Ashbourne étaient discrètement peintes sur la portière. Le duc chevauchait à côté sur son cheval noir. Il n'essaya pas d'engager la conversation par la fenêtre. Il lui avait dit précisément 4 phrases depuis le coup de marteau, et 3 d'entre elles concernaient des arrangements pratiques. Cela convenait à Charlotte. Elle avait besoin des 4 miles jusqu'à Ashbourne Park pour remettre ses mains dans ses propres gants. Sa belle-mère ne lui avait pas dit au revoir. Son père n'était pas apparu à la porte. Geneviève avait pleuré bruyamment dans le hall d'entrée, et un laquais lui avait fait signe de partir. Les domestiques de la maison se tenaient en 2 rangées silencieuses dans la cour. Ils étaient 14. Ils avaient connu Charlotte toute sa vie. Et l'une d'eux, la vieille Madame Hatch, la gouvernante, lui avait pressé un paquet de gâteaux aux graines dans les mains. Ses propres mains tremblaient. Elle avait murmuré, « Mademoiselle Charlotte, ce monsieur est déjà venu dans cette maison 2 fois, quand maître Henri était en vie. » Et Charlotte avait rangé cette phrase pour y penser plus tard, quand elle aurait cessé de réciter les tables de multiplication à voix basse pour se tenir droite. Maître Henri, son oncle, Lord Henry Pemberley, parti depuis 8 ans. Le duc avait payé 3000 livres pour les dettes de son père. Il l'avait emmené dans une voiture couverte. Et le nom de son oncle avait été prononcé dans la même heure. C'était une somme qu'elle ne pouvait pas encore réduire. Elle regardait les haies verdoyantes par la fenêtre. Une pluie de fin de printemps se promettait depuis des jours sans arriver. L'air était épais et pâle, et plein de l'odeur de l'herbe coupée. La voiture prit un tournant sur une route qu'elle n'avait jamais empruntée. Après 3 quarts d'heure, la route s'ouvrit. Ashbourne Park se dressait au bout d'une allée de hêtres. Ils arboraient leur premier vert tendre. Une longue et basse maison de style carolin. Une pierre grise et chaude, avec une rivière au pied de sa pelouse. C'était, pensa Charlotte, une maison profondément embarrassante. Pas ostentatoire, seulement belle, et clairement heureuse, et habitée. Le duc était à la portière de la voiture avant que le laquais ne puisse abaisser le marchepied. « Mademoiselle Pemberley, dit-il, Madame Hartley est la gouvernante. Elle vous montrera vos appartements. Il y a de l'eau chaude. Il y a un souper, si vous en avez l'appétit. Il n'y a personne dans la maison, à part mes gens. On leur a seulement dit qu'une jeune dame est mon invitée. On ne vous dévisagera pas. On ne vous posera pas de questions. Je serai dans le bureau de l'intendant avec mon homme d'affaires jusqu'à 8 heures, pour régler les documents de ce matin. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, sonnez. » Elle inclina la tête. Et demain, il marqua une pause. Ses yeux gris ardoise la considérèrent avec la même quiétude neutre que dans la cour. « Demain, dit-il, vous pourrez me demander tout ce que vous voudrez, et je vous répondrai. D'ici le petit déjeuner, je pense que nous avons tous les deux assez parlé pour une journée. Votre grâce. » Tristan, dans la maison,
dit-il. Votre grâce ne fera que compliquer les choses. Elle sentit, pour la deuxième fois de la journée, l'envie tout à fait superflue de rire. Elle ne le fit pas. Alors vous pouvez m'appeler Charlotte dans la maison, dit-elle, sur le même principe. Bonne nuit. Elle passa devant lui et entra dans Ashbourne Park. Madame Hartley était une femme ronde et digne. Son visage semblait avoir répété la bienveillance tout le long du chemin depuis l'office. Elle ne cilla pas en voyant la robe de Charlotte, vieille de 3 ans. Elle la conduisit en haut d'un large escalier de chêne, jusqu'à une chambre jaune donnant au sud-est sur le parc et la rivière. Elle lui montra la sonnette. Elle mentionna, avec l'air d'une femme livrant une information précieuse, que M. Whitcomb, le cuisinier, préparait un remarquable posset au citron, si mademoiselle y était sensible. Puis elle se retira. Charlotte s'assit sur le bord du lit, et découvrit qu'en effet, elle y était sensible. Elle déballa le cheval sculpté. Elle le posa sur la coiffeuse où elle pourrait le voir de son lit. Puis elle alla à la fenêtre. Au-delà de la pelouse, la rivière coulait, rapide et brune, gonflée par la pluie de la semaine passée. Unique cheval noir, le sien, reconnut-elle, était promené sur l'allée de gravier en contrebas par un palefrenier. Le cheval tourna la tête comme s'il avait écouté quelque chose. L'homme à sa bride rit et lui tapota l'encolure. La scène entière avait une banalité domestique. Charlotte la trouva plus désorientante que la vente aux enchères du matin. Elle avait été livrée, comprit-elle, à une maisonnée qui ne savait pas encore quoi faire d'elle. Mais qui savait, sans l'ombre d'un doute, qu'elle n'était pas à vendre. Elle se lava le visage. Elle mangea 3 bouchées du posset au citron. Elle dormit 11 heures, comme une pierre jetée dans un puits. Quand elle se réveilla le matin, la pluie qui s'était promise était enfin arrivée. La chambre jaune ressemblait à l'intérieur d'une cloche. Elle resta immobile un instant, l'écoutant. Puis elle se redressa avec un calme absolu et sonna. Car elle avait 4 questions à poser au duc d'Ashbourne au petit-déjeuner, et aucune d'elles ne serait facile. Il était déjà à la table du petit-déjeuner quand elle descendit. Veste retirée, manches de chemise retroussées jusqu'au coude sur des avant-bras musclés et bronzés par l'équitation. Un livre à moitié lu était posé face contre table à côté d'une assiette de viande froide, et il se leva aussitôt qu'elle entra. « Charlotte, dit-il, comme s'ils étaient amis depuis 1 an. Tristan. » Elle arrangea sa robe de chambre grise sur la chaise qu'il tenait pour elle, s'assit. Elle accepta le café d'un laquais qui versa le tout, comme si rien de la veille ne s'était produit. « Mes questions. Quand vous serez prêt ?» Il parut brièvement amusé. « Avant le thé ?»« Avant le thé. » Elle ajusta le poignet de sa manche gauche. « Premièrement, vous êtes déjà venu à Pembry Hall, 2 fois, du vivant de mon oncle. Est-ce exact ?» L'amusement quitta complètement son visage. Il posa sa tasse. « Oui. Deuxièmement, mon oncle Henry a été bon pour vous. C'est l'homme qui m'a appris à lire le latin, dit-il doucement, et à monter au trot sans me briser le dos, et à estimer précisément les gens que mon propre père jugeait indignes de considération. Il a été bon pour moi, oui. Il a été la principale éducation morale de ma vie. » Charlotte encaissa cela sans lui montrer qu'elle l'avait encaissé. « Troisièmement, dit-elle, mon oncle, avant de partir, vous a-t-il demandé de prendre soin de sa nièce? » Le silence qui suivit fut, pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, un silence qui contenait une difficulté. Il regarda la pluie sur la fenêtre pendant un long moment. Puis il la regarda fixement. « Oui, un des termes précis, que si les affaires de votre père dépassaient un jour sa propre gestion, je devais intervenir. Que si jamais vous aviez besoin d'un endroit où aller, vous seriez la bienvenue à Ashbourne Park, et que je devais user de mon propre jugement pour savoir si vous deviez en être informé. Et vous avez usé de votre jugement. J'ai usé de mon jugement pendant 8 ans, dit-il. En 8 ans, vous ne m'avez jamais rien demandé. Hier, quand j'ai appris ce qui s'organisait dans la cour de gravier de votre père, j'ai considéré ce jugement comme non pertinent. » Charlotte posa sa tasse. Elle s'attendait à l'une des 3 réponses possibles, et il lui avait donné la plus vraie d'entre elles, simplement, sans l'adoucir. « 4e question, dit-elle. Et ensuite, je mangerai le kedgeree. Demandez, n'est-ce que la demande de mon oncle qui, pendant ces 8 années, vous a gardé attentif à moi? » Il la regarda. Elle avait posé la question parce qu'elle le devait, parce qu'une rose d'acier ne laissait pas de questions sans réponse,
quand la réponse pouvait blesser. Parce qu'elle avait une fois, à une distance hivernale, vu un jeune homme marcher sur la lande du Dorset, avec une canne à pêche sur l'épaule. Elle avait 18 ans. Elle avait demandé à son oncle de qui il était le fils. Et elle avait reçu une réponse qui s'était logée quelque part en silence et refusait d'être délogée, parce qu'elle pensait à cette silhouette lointaine depuis longtemps. Parce qu'elle soupçonnait qu'il avait pensé à elle en retour. Et parce que si ce n'était que la promesse, si c'était le devoir, la charité, un vieil engagement, alors elle mangerait le kedjeri et le remercierait. Elle organiserait son propre emploi d'ici la fin du mois, et ne parlerait plus jamais d'hier. Il lui répondit comme il répondait à tout, calmement, exactement, et sans brouillard protecteur autour des mots. « Non, dit-il, ce n'a pas été seulement la demande de votre oncle. »« Merci, dit Charlotte. Elle prit sa fourchette. Elle mangea le kedjeri, qui était très bon. La pluie continuait de tomber contre la fenêtre. Le duc d'Ashbourne la regarda pendant une longue seconde pensive, puis il rit. Un rire unique, surpris, sans défense. Un rire qui semblait attendre dans sa poitrine depuis plusieurs années pour être libéré. Et toute la texture de la matinée se réorganisa. « Vous êtes, dit-il, la compagne de petit déjeuner la plus efficace que j'ai jamais eue en face de moi. On me dit que je ne pleure pas facilement, dit-elle. Apparemment, cela me rend reposante. Grand Dieu, dit-il, impuissant. On me dit aussi que je ne rationne pas le beurre, mais on ne peut pas tout avoir en une seule fois. Charlotte, oui, vous n'êtes pas du tout ce à quoi je m'étais préparé. J'ose espérer que non, dit-elle. Je détesterais penser qu'on s'était préparé à moi. Il la regarda par-dessus le bord de sa tasse. Les yeux gris ardoise avaient ce regard qu'elle commençait à trouver de plus en plus difficile à traduire. Quelque part entre l'alarme et l'admiration, avec un troisième ingrédient non identifié, et il posa la tasse avec la délibération prudente d'un homme qui a décidé de ne pas dire ce qu'il s'apprêtait à dire. « Plus de café, dit-il à la place. « Plus de café, acquiesça Charlotte. Ce fut le début. À la fin de la première semaine, elle avait rédigé un contrat. Elle l'avait écrit de sa propre main à la petite table Pembroke de la bibliothèque sud. 3 pages écrites serrées sur du papier à lettres d'Ashbourne. Et elle l'avait remis à Tristan, après le dîner, avec le calme d'un clerc présentant un acte de vente. « Je ne peux accepter, dit-elle, une charité dont les termes ont été dictés par un homme qui n'est plus là, ni une charité dont les autres termes n'ont pas été prononcés à voix haute. Donc, nous aurons un contrat, vous et moi, avec des termes rédigés par moi. Vous pouvez le modifier, vous pouvez le rejeter. » Il lut le contrat à la lueur des bougies, à la longue table en chêne, pendant qu'elle observait le pouls battre sur le côté de son cou. Elle lui offrait ceci. Elle cataloguerait toute la bibliothèque ouest d'Ashbourne Park, qui n'avait pas été cataloguée depuis 2 générations, pour un honoraire de 2 livres par semaine, payé rétroactivement à la fin de 3 mois. Elle examinerait, vérifierait, et si nécessaire, recalculerait également les comptes de la maison et les comptes de 2 tenures éloignées, dont les intendants détournaient discrètement des fonds depuis au moins 18 mois. Elle avait identifié cela, nota-t-elle en bas de page, en passant un seul après-midi avec les livres pendant qu'il était à cheval. Pour un honoraire à convenir sur la base des sommes récupérées, plus toute vente d'une partie des livres de sa défunte mère que le duc aurait pu acheter et dont il n'aurait aucun usage personnel. Elle rembourserait, par versement trimestriel, les 3000 livres qu'il avait avancés pour les dettes de son père, calculés à 4% d'intérêt simple en sa faveur. En retour, le duc ne devait lui faire aucun cadeau. Il ne devait lui verser aucune somme. Il ne devait pas la présenter à la société comme une relation de sa maison avant qu'elle n'ait remboursé au moins 1/3 de sa dette. Il devait lui accorder le libre usage de la bibliothèque, la pension complète et un cheval à monter. Il devait s'adresser à elle avec la même franchise qu'il avait utilisée dans la cour de Gravier et au petit déjeuner de ce matin. Il devait lui permettre, quand elle le souhaiterait, de partir. « L'intérêt de 4%, dit Tristan. « En votre faveur, dit Charlotte. « Oui, Charlotte, il n'y a pas d'intérêt. »« Il y en a un maintenant. » Il posa le contrat sur la table. Les yeux gris ardoise avaient le regard qu'elle commençait à connaître. Le regard d'un homme choisissant entre 3 réponses possibles et rejetant la plus facile. « C'est un document absurde, dit-il. C'est un document sérieux. C'est les 2. » Il se leva brusquement et fit une fois la longueur de la longue table en chêne,
puis revint. Il posa sa main à plat sur le contrat. Il ne la regarda pas quand il parla. Vous comprenez qu'il n'y a aucune version de ceci où je traite votre travail comme un remboursement de dette plutôt que comme un travail que je paye véritablement. Les deux tenures éloignées, Coombe Farm et Hallwell, je soupçonne une fraude depuis 6 mois et je n'ai pas eu le temps de démêler cela. Si vous me trouvez ce qui manque, je considérerai les 3000 livres remboursés avant septembre. C'est inacceptable, dit Charlotte. Sauf si vous acceptez aussi que je suis en fait une auditrice compétente et que vous m'auriez, en toute autre circonstance, engagé. Il la regarda alors. La bougie se tenait entre eux. La pluie n'avait pas cessé depuis le matin de son arrivée, et la bibliothèque sentait la vieille cire et la pierre humide. Charlotte Pembury, dit-il, si j'avais su il y a 6 mois qu'il existait dans le Berkshire une femme compétente prête à auditer mes tenures éloignées pour 2 livres par semaine, j'aurais marché les 4 miles jusqu'à Pembury Hall et proposé l'arrangement à votre père en personne. Alors, nous n'avons pas de querelle. Nous avons une grande querelle, dit-il. Vous ne m'avez pas dit si les 4% en ma faveur sont votre idée d'une blague, votre idée d'une punition, ou votre idée d'un dispositif d'amour-propre. Les 3, dit Charlotte. Il rit de nouveau. Ce même rire surpris et impuissant de la salle du petit-déjeuner, et il s'assit lourdement, tira le contrat vers lui, et le signa sans plus d'arguments. Nous nous querellerons sur l'intérêt plus tard, dit-il. Demain matin, 8 heures, la bibliothèque sud. Apportez les livres de Coombe Farm. Apportez les livres de Hallwell. Apportez ce que vous ajustez sur votre poignet gauche, afin que nous puissions commencer avec vous en pleine possession de vous-même. Comment savez-vous que j'ajuste mon poignet gauche? Charlotte. Oui. J'ai, dit-il, prêté une attention très particulière. Elle ne répondit pas à cela. Elle rassembla son contrat, sa bougie et sa dignité. Elle monta l'escalier de chêne jusqu'à sa chambre jaune. Et elle resta assise un long moment à la fenêtre, regardant la pluie couler sur la rivière. Le cheval sculpté sur la coiffeuse la regardait en retour. Pendant 3 semaines, ils travaillèrent. La bibliothèque sud d'Ashburn Park avait une profonde baie vitrée qui donnait sur la rivière à travers 3 hautes fenêtres à guillotine. Et elle devint, par accord tacite, la salle de travail de Charlotte. Le duc fit apporter un bureau de secrétaire pour elle. Il disposa les livres de Coombe Farm sur la plus grande table de lecture. Il remplit l'encrier. Il la laissait seule les matins et la rejoignait après sa promenade à cheval. Et il travaillait côte à côte pendant les longs après-midi, dans un silence qui, de plus en plus, n'était pas du tout un silence, mais une sorte de conversation où il se passait des papiers à travers la table, faisait de petites marques au crayon et disait parfois « Regardez ça » d'une voix qui signifiait « Nous avons attrapé l'intendant ». Il y avait, observa Charlotte dès le 3e jour, une 4e présence dans la bibliothèque. C'était un énorme lévrier irlandais de couleur fauve nommé Magnus. Âgé de 14 ans, aux 3/4 aveugle, d'une profonde dignité et d'un enthousiasme intermittent. Il avait été l'ombre du duc pendant la majeure partie d'une décennie. Et, le 2e après-midi du mandat de Charlotte, il avait transféré ses loyautés sans consultation. Magnus entrait dans la bibliothèque le matin derrière le duc. Magnus se couchait à côté du bureau de secrétaire de Charlotte. Magnus, lors des rares occasions où le duc quittait la pièce, ne suivait pas le duc. Magnus posait son énorme tête sur les genoux de Charlotte et s'endormait paisiblement. « Ce chien, » dit Tristan le 5e après-midi, regardant son propre animal avec une expression d'étonnement trahi, ne s'est pas volontairement attaché à une nouvelle personne depuis 1808. « Il est très perspicace, » dit Charlotte. Magnus. Le lévrier ne leva pas la tête. « Magnus, c'est moi qui te nourris. » Le lévrier soupira. C'était un soupir d'une profondeur considérable. Ce n'était pas, sentit Charlotte, méchamment intentionné. « Charlotte, » dit le duc gravement, « je suis humilié dans ma propre bibliothèque. Je ne peux être tenu pour responsable. J'exigerai en compensation que vous lisiez les loyers de Coombe Farm à voix haute pendant que je bois mon café. Ce n'est pas dans le contrat. J'amende le contrat. Vous ne pouvez pas amender unilatéralement le contrat. Magnus, soutiens-moi. » Magnus ronfla. Charlotte lut les loyers de Coombe Farm à voix haute. Le duc but son café. La rivière coulait. La pluie, qui n'avait pas encore cessé depuis le jour de son arrivée,
faisait sur les 3 hautes fenêtres un bruit d'applaudissements lointain. Et Charlotte réalisa, quelque part dans la 2e colonne de chiffres, qu'elle était heureuse d'une manière spécifique et simple, pour la première fois en 8 ans. Elle n'arrêta pas de lire. Elle prit note de cette réalisation, mentalement, de la même manière qu'elle prenait des notes sur les loyers. Elle s'en occuperait plus tard. Ils attrapèrent l'intendant un mercredi matin pluvieux. Son nom était Monsieur Joll. Il transférait un pourcentage des recettes de loyer de Coombe Farm sur un compte privé à Reading depuis 19 mois, et Charlotte le trouva dans les livres par le simple expédient de comparer les loyers avec les évaluations de la taxe pour les pauvres de la paroisse. Ce que tout homme d'affaires honnête se serait assuré de faire correspondre à 2 livres près. Il ne correspondait pas. Il ne correspondait pas de 27 livres pour le seul trimestre de printemps. Elle apporta la découverte à Tristan dans le bureau de l'intendant. Elle posa les 2 registres côte à côte. Elle ne jubila pas. Elle tapota la colonne avec le bout de son crayon. « Là, dit-elle. » Il regarda les registres. Il regarda Charlotte. Il dit « Bien ». Et il sortit, monta sur son cheval, parcourut les 4 milles jusqu'à Coombe Farm et renvoya M. Joll avant le déjeuner. Il revint avec de la pluie sur les épaules et un petit air satisfait sur les lèvres. Et il la trouva dans la bibliothèque, avec le cheval sculpté du bureau de son oncle, posé sur le registre de Coombe Farm, en guise de presse-papier. « Où avez-vous eu ça ?» dit-il. Elle avait posé le cheval sculpté là, nonchalamment ce matin-là, parce que les livres ne restaient pas à plat avec l'humidité. Dans le bureau de mon oncle, le lendemain de sa disparition, tante Sophia jetait des choses dans un sac de charité, et je l'ai sauvé. Pourquoi? Le duc regarda le petit cheval de bois pendant un long moment. Il ne le ramassa pas. Il m'en a donné un exactement pareil, dit-il, pour mon 15e anniversaire. Sculpté par un monsieur Edmonds de Lyme Regis, identifiable à la façon dont la crinière est coupée en 7 mèches distinctes. Il y en a 11 dans le monde. Votre oncle a commandé le lot. Je n'en ai jamais vu d'autres en dehors de ma propre bibliothèque. Charlotte regarda le cheval. Elle regarda Tristan. Elle regarda la pluie. Combien de mèches, dit-elle prudemment. De crinières. Comptez-les. Elle les compta. 7. Oh, dit Charlotte. Il s'assit en face d'elle à la table de lecture et mit brièvement son visage dans ses mains. Il n'essaya pas, comme un homme moins discipliné l'aurait fait, de parler. Il leva les yeux après un moment, et ses yeux gris ardoise étaient entièrement francs. « Je pense, dit-il, que nous devrons admettre l'un à l'autre que toute cette affaire dure depuis bien plus longtemps que nous ne voulions l'avouer. Possiblement. De mon côté, depuis que j'ai 20 ans et que votre oncle m'a montré votre carnet de croquis. Du mien, dit Charlotte, avec une grande égalité d'humeur. Depuis que j'ai 18 ans et que je vous ai vu avec une canne à pêche sur la lande du Dorset, et que j'ai demandé à mon oncle de qui vous étiez le fils. Henry savait tout. Oui, dit Tristan. Il savait. La pluie continuait de tomber contre les 3 hautes fenêtres. La rivière coulait, rapide et brune, sous la pelouse. Le cheval sculpté se tenait entre eux sur le registre de Coombe Farm. Et après la disparition de mon oncle, dit Charlotte, qu'avez-vous fait? J'ai attendu. Attendu quoi? Que l'arrangement préalable, dit doucement le duc d'Ashbourne, que mon défunt père avait fait pour moi avec une autre famille dans le Hampshire, soit défait. Par la préférence de la dame, pas la mienne. Il a été défait en novembre de l'année dernière. J'étais sur le point d'écrire à votre père en mars pour demander une introduction, quand les dettes de votre père ont commencé à se faire connaître de mon agent. J'avais l'intention d'écrire en mai. J'avais 15 jours de retard. 15 jours? Possiblement moins. Elle le regarda. Elle pensa à la cour de gravier. Elle pensa au rire qui s'était brisé contre elle, comme une vague qui avait répété pendant des heures. Elle pensa à son cheval noir au portail et au coup de son marteau sur le bloc de bois de M. Pratt. Aux 4 phrases qu'il lui avait dites dans la voiture. Au kedgery et au contrat et à la pluie. « Tristan, dit-elle. Oui. Ne dites rien de plus pour l'instant. Je ne suis pas prête à l'entendre. Je vais cependant vous demander de me regarder sans ciller pendant une longue minute. Et ensuite, je vais vous demander de quitter cette bibliothèque avant que l'un de nous ne commette l'erreur de dire quelque chose que nous ne pouvons pas dire aux 3/4 du moment opportun. » Il ne cilla pas. Il la regarda pendant la longue minute. Puis il se leva, s'inclina précisément comme il s'était incliné dans la cour de gravier de Pemberley Hall, mais pour elle maintenant, seulement pour elle, et il sortit de la bibliothèque sud
et ferma la porte. Charlotte resta assise à la table de lecture, avec le cheval sculpté entre ses mains. Elle ajusta le poignet de sa manche gauche. Elle ne pleura pas, mais elle découvrit, avec un léger intérêt scientifique, qu'elle souriait au plafond, seule, à 4h15 de l'après-midi, d'une manière dont elle n'avait pas souri depuis 8 ans. Magnus, à côté de sa chaise, ouvrit un œil laiteux, considéra la situation et se rendormit paisiblement. Après cela, ils n'y firent pas référence pendant 15 jours. Ce n'était pas de l'évitement. C'était, reconnut Charlotte avec la même précision qu'elle avait utilisée sur les registres de M. Jolle, une observance délibérée du contrat. Il avait accepté de s'adresser à elle avec franchise. Il le faisait. Il avait accepté de ne pas la présenter à la société comme une relation de sa maison avant qu'elle n'ait remboursé un tiers de sa dette. Il ne l'avait pas fait. Il avait accepté de lui permettre, quand elle le souhaiterait, de partir. 2 fois au cours de ces 2 semaines, il avait dit, de la petite voix calme qu'il n'utilisait que pour lui parler, « Charlotte, si vous souhaitez partir, la voiture est à votre disposition à toute heure. » Et 2 fois, elle avait dit, avec la même petite voix calme, « Pas encore. » Il travaillait. Il montait à cheval. Il se querellait gentiment à propos de l'intérêt de 4%. Il se querellait moins gentiment à propos d'un passage de Cicéron. La maisonnée d'Ashbourne Park, observant depuis la cuisine, les écuries et l'office de la gouvernante, décida, collectivement et sans commentaire, que le duc avait ramené à la maison une femme qui n'était pas à vendre, et que la chose appropriée à faire était de mettre des fleurs fraîches dans sa chambre chaque matin, et de cesser de poser des questions. Ils sortirent à cheval ensemble pour la première fois un dimanche, après que 2 semaines de pluie eurent enfin cessé, et que la campagne de mai sécha sous un soleil haut et pâle. La jument grise de Pemberley Hall avait été amenée avec les livres de Charlotte. C'était un animal calme de 11 ans, d'une patience considérable, qui avait appartenu à la mère de Charlotte, puis à Charlotte. Son allure était si douce que Charlotte avait une fois lu un chapitre de Madame Radcliffe en selle sans perdre sa page. Ils chevauchèrent vers l'est le long du chemin de la rivière. Magnus, qui ne pouvait plus suivre au galop, fut autorisé à rester en grande pompe dans la bibliothèque pour l'après-midi. Tristan montait le hongre noir de la cour de gravier. Il était assis sur le cheval, comme il était assis sur tout le reste, sans affectation. Et il ne parla pas pendant le premier demi-mile, parce qu'il n'était pas un homme qui précipitait ses phrases, et parce qu'il se calait. Charlotte commençait à le comprendre, sur un métronome que lui seul pouvait entendre. Charlotte, oui. Il y a une chose que j'ai remarquée chez vous, dont vous n'êtes peut-être pas consciente. Probablement plusieurs, mais nommez-en une. Vous tendez votre mollet gauche, dit-il, quand quelque chose se passe bien et que vous le cachez. Vous tendez votre mollet droit quand quelque chose se passe mal et que vous le cachez. Le gauche a fait tout le travail depuis mardi. J'ai pensé que vous aimeriez le savoir. C'est une observation profondément impertinente. Oui, le droit sera-t-il un jour autorisé à participer à nouveau? Ça, dit-il, c'est entre vous et votre mollet droit. Elle rit. Pas le rire sec et intellectuel qu'elle avait à la table du petit déjeuner. Un vrai rire, surpris en elle par l'absurdité d'être étudiée au niveau du mollet. La jument grise, ravie, allongea sa foulée. Le hongre noir, contaminé, fit de même. Tristan se tourna en selle pour la regarder rire. Et l'expression sur son visage fut, pendant une seconde, entièrement sans défense, celle d'un homme qui avait attendu ce son spécifique pendant 8 ans et n'avait pas été certain qu'il existait. Il se reprit. C'était un homme constant au fond de lui, et une flamme patiente par longue discipline. Et il ne laissa pas une seconde sans défense se transformer en 2. Il regarda de nouveau le long du chemin de la rivière. Il montra un héron dans les joncs. Il ramena la conversation sur le terrain plus sûr de la tenure de Holwell. Mais Charlotte avait vu le regard. Elle le classa à côté de la réalisation sur les loyers. Elle s'en occuperait plus tard. La vieille Madame Hatch, la gouvernante de Pembrey Hall, écrivit une lettre à Charlotte à la fin de la 4e semaine. Une lettre soignée et tremblante qui disait seulement que Lady Constance s'était alitée pendant 15 jours. Qu'au Sir Edmund, ayant trouvé 2 petites créances privées que la liste du commissaire-priseur n'avait pas prises en compte, les avait discrètement réglées avec les loyers du nouveau trimestre, et qu'il prenait maintenant des dispositions pour la saison londonienne. Que Geneviève se faisait mesurer pour une nouvelle robe de bal
et devait être présenté à l'Assemblée Forsyth le 2 juin à Reading. Je pensais que vous devriez savoir, mademoiselle Charlotte. Je ne sais pas si cela vous concerne. Cela concernait Charlotte, profondément. Elle lut la lettre 2 fois. Elle descendit à la bibliothèque sud où Tristan était plongé dans un paragraphe de correspondance domaniale. Et elle posa la lettre de Madame Hatch sur sa page. Il la lut. Il leva les yeux. Assemblée de Reading, le 2 juin. Oui, dit Charlotte. Vous souhaitez y être? Je souhaite que vous m'y emmeniez. Il ne demanda pas pourquoi. Il avait prêté une attention particulière. À quelles conditions, Charlotte? Le contrat spécifie. Le contrat spécifie que vous ne me présenterez pas à la société comme une relation de votre maison avant que j'aie remboursé un tiers de ma dette. Nous avons, entre les comptes exposés de M. Joel à Coombe Farm et les sommes récupérées de Howell, récemment dépassé un tiers de 3000 livres d'une marge, dit-elle, de 4 livres et 11 shillings. Vous avez fait le calcul? J'ai fait le calcul. Alors, dit gravement le duc d'Ashbourne, nous irons à Reading. Il ne sourit pas. Il n'en avait pas besoin. Mais Charlotte vit, alors qu'il se retournait vers sa page, la petite satisfaction privée au coin de sa bouche. La satisfaction d'un homme qui avait attendu la permission de se tenir publiquement aux côtés de la femme qu'il avait discrètement fréquentée pendant 8 ans. Et qui l'avait obtenue? Avec des papiers. Elle ne pleura pas. Elle monta à l'étage et sortit la robe de soie rose pâle que sa belle-mère lui avait imposée le matin de la vente. Et elle la plia soigneusement. Et elle la donna à Madame Hartley, avec l'instruction de l'envoyer à l'armée du salut paroissial par le prochain courrier. Pour l'Assemblée de Reading, elle commanderait une nouvelle robe. De la soie safran, pensa-t-elle. Quelque chose qui se verrait dans une salle de bal. L'Assemblée Forsyth de Reading se tenait dans la longue salle de bal blanche de l'auberge du Lion Noir. Une salle de bal qui avait autrefois reçu George III et qui était devenue de plus en plus calme depuis. Et le groupe de Pembury arriva peu avant 9 heures dans 2 voitures de location avec beaucoup de bruit inutile. Charlotte était déjà là. Elle se tenait à l'extrémité supérieure de la salle de bal en soie safran qui captait la lumière des bougies sur le fil d'argent des poignets. Le duc d'Ashbourne était à son coude gauche en tenue de soirée formelle sombre. Et derrière eux, Tristan avait été discrètement et mortellement efficace à ce sujet. Le comte et la comtesse de Wickham, Madame Featherstone de Highclere et l'évêque d'Oxford, tous se tenant à portée de salut de tête du duc et étant présentés un par un à Mademoiselle Pembury, nièce de feu Lord Henry Pembury, mon cher ami, sur le ton d'un homme faisant une déclaration publique. Quand sa belle-mère la vit, Lady Constance devint de la couleur d'une bougie consumée jusqu'à son socle. Geneviève, qui n'avait pas été informée de l'endroit où se trouvait Charlotte, poussa un petit cri audible. Sir Edmund, plongé dans son verre, dit quelque chose que Charlotte ne put distinguer. Et l'évêque d'Oxford se détourna poliment de lui, de la manière dont un évêque se détourne d'un homme dont l'haleine a atteint le point de non-retour social. La salle avait bavardé de la manière basse et éclairée à la bougie habituelle d'une assemblée de campagne. Soudain, elle ne parlait plus aussi librement. Lady Constance se reprit la première. Elle remonta la longue salle de bal au bras chancelant de son mari, avec le sourire crispé et cassant qu'elle avait porté dans la cour de Gravier. Et elle dit, d'une voix entraînée à porter, parce qu'elle n'avait pas compris en 3 semaines qu'elle avait perdu. « Charlotte, ma très chère, on ne nous avait pas dit que vous étiez à Reading. Votre grâce, quel plaisir inattendu. Le duc d'Ashbourne, dans notre propre assemblée. Quel gentleman charitable vous vous êtes révélé, prenant en charge notre pauvre Lady Constance, dit Charlotte. C'était le premier mot qu'elle prononçait dans la pièce. Sa voix était très assurée. L'évêque d'Oxford tourna la tête. « Oui, ma chère, c'est bon de vous voir. Je pensais, après les événements du 2 mai, que vous pourriez trouver les assemblées publiques fatigantes. Puis-je faire quelques présentations? L'évêque d'Oxford, le comte et la comtesse de Wickham, Madame Featherstone. Voici ma belle-mère, Lady Constance Pembury de Pembury Hall, qui a organisé la vente aux enchères de ma personne, le 2 mai, pour régler les dettes de mon père de 3000 livres. Elle est aussi la mère de ma demi-sœur Geneviève. Mon père, Sir Edmund, vous le connaissez peut-être. Le silence qui suivit n'était pas un silence d'assemblée de campagne. C'était un silence qui avait du poids. Les bougies dans la salle de bal semblèrent, pendant une absurde demi-seconde,
brûlé plus bas. Lady Constance ouvrit la bouche, la referma. L'évêque d'Oxford dit, avec une terrible douceur, « Je vous demande pardon, Lady Constance. La vente aux enchères de... C'était, bien sûr, commença Lady Constance, un arrangement entièrement conventionnel, domestique et privé, une vente de domaine pour régler certaines dettes désagréables. Elle s'est tenue publiquement, dit Charlotte, dans la cour de gravier de Pembry Hall. Il y avait 23 témoins. Monsieur Pratt de Reading l'a dirigé. Le lot comprenait les livres de ma défunte mère, la jument grise, le coffre de dot en noyer sculpté avec son contenu, et moi-même. Le marteau est tombé à 3000 livres, payé en totalité par sa grâce. Je m'engage à fournir une déclaration sous serment à quiconque l'exigerait. Charlotte, dit Sir Edmund, d'une voix rauque. Père, elle ne tourna pas la tête, elle n'éleva pas la voix. En ce moment, je ne vous parle pas. Je ne vous ai pas parlé depuis 3 semaines. Je ne suis pas certaine de savoir quand je vous parlerai à nouveau. Vous pouvez rester ici et écouter, ou vous pouvez aller trouver une chaise. Il alla trouver une chaise. Monseigneur, dit Charlotte, je ne souhaite pas embarrasser une assemblée. Je souhaite clarifier 4 faits, car j'ai remarqué en 3 semaines de commérage de campagne qu'ils ont été imparfaitement compris. La vente aux enchères a eu lieu. Je n'y ai pas consenti. La somme a été payée par un ami de mon défunt oncle en accomplissement d'une obligation morale entièrement distincte. Et je suis employée depuis le 3 mai à Ashbourne Park, comme auditrice et catalogueuse sous un contrat de ma propre rédaction, remboursant la somme à 4% d'intérêt simple en faveur de sa grâce. J'ai actuellement remboursé 1/3. Je ne suis pas en ce moment une relation de la maison de sa grâce. Je suis, comme le spécifie mon contrat, son employé. Toute inférence sociale contraire à cela est, jusqu'à ce que les 2/3 restants soient remboursés, entièrement prématurée. Elle fit une pause. Les bougies brûlaient. Et maintenant, dit Charlotte, j'aimerais beaucoup danser. Le comte de Wickham s'avança avec l'agilité d'un homme qui avait attendu son signal toute la soirée et s'inclina. Mademoiselle Penbury, si vous voulez bien me faire cet honneur. Merci, milord, dit-elle. Elle tendit son éventail au duc sans le regarder. Elle posa sa main sur le bras du comte. Elle traversa la longueur de la longue salle de bal blanche au bras du comte de Wickham, en soie safran. Passant devant sa belle-mère, qui ne pouvait plus bouger. Passant devant sa demi-sœur, qui essayait de ne pas pleurer. Passant devant son père, qui s'était assis sur une petite chaise dorée et tenait son chapeau à 2 mains. Et elle prit sa place en tête de la contredanse. Derrière elle, elle entendit le duc d'Ashbourne dire très doucement à l'évêque d'Oxford, « C'est une jeune femme remarquable. » En effet, dit l'évêque d'Oxford, une femme extraordinaire. Quand la musique commença, Charlotte ajusta le poignet de sa manche gauche, sourit au comte de Wickham avec un calme absolu, et dansa. Après la danse, le duc la réclama pour la seconde. Après la seconde, il la réclama pour le souper. Après le souper, il l'emmena discrètement sur la petite terrasse dallée sur le côté de l'auberge du Lion Noir, là où la rivière passait derrière le bâtiment sous une lampe en fer forgé. La nuit de mai était chaude et pleine d'aubépines, et ils étaient entièrement seuls pour la première fois dans un lieu public. Il ne se pressa pas, même maintenant. Charlotte, oui, vous n'aviez pas besoin de moi là-dedans. Je n'avais pas besoin de vous là-dedans pour prononcer le discours, dit-elle. J'avais besoin de vous là-dedans pour que le discours soit entendu. Il y a une différence. Je n'avais pas compris la différence. Vous la comprenez maintenant? Oui, Tristan. Oui, je voulais vous informer, dit Charlotte, que l'intérêt de 4% va vous ruiner d'ici 9 ans si mes calculs sont corrects, et que je vais donc devoir soit le réduire, soit accepter un calendrier de remboursement plus rapide, soit vous épouser. J'ai essayé de décider quelle solution est la plus compatible avec l'amour-propre. Il la regarda. Les yeux gris ardoise avaient le regard entièrement franc qu'elle avait appris, en 1 mois de matinée, à connaître mieux que le sien. « Et laquelle, dit-il, avez-vous décidé ?»« Aucune d'elles, dit Charlotte. J'ai décidé de vous permettre de me le demander, et ensuite je vous donnerai ma réponse. Charlotte Pembury, dit doucement le duc d'Ashbourne, voulez-vous me faire l'honneur de m'épouser selon des termes de votre propre rédaction, à 4% d'intérêt simple en votre faveur, pour le reste de ma vie naturelle? J'y réfléchirai. Charlotte, oui, je vous aime.
Je sais, dit Charlotte. Je le sais depuis 15 jours. J'allais vous permettre de le dire demain matin devant le Kedgery. Mais vous avez, dans l'ensemble, gâché la surprise. Il rit. Il rit vraiment. Le rire surprise et impuissant de la salle du petit déjeuner, celui qu'elle l'avait entraîné à libérer plus souvent. Il prit son visage entre ses deux mains, doucement, comme il avait pris les rênes de son cheval noir dans la cour de gravier, sans affectation. Et il l'embrassa sous la lampe en fer forgé à l'arrière de l'auberge du Lion Noir, en soie safran, en mai, avec l'odeur d'aubépine venant de la rivière. Elle ne pleura pas, mais elle s'autorisa, enfin, à se pencher sur lui un peu plus que sa propre contenance ne l'avait jamais permis. Elle s'autorisa à sentir la chaleur de son manteau, la fermeté de sa main à l'arrière de son cou, le petit soin superflu avec lequel il s'était positionné entre elle et la porte ouverte de la terrasse. Elle s'autorisa, pendant 1 minute précise sous la lampe en fer forgé, à être entièrement tenue. Ce n'était pas de la faiblesse. Elle avait reconnu, quelque part entre le Kedgery et le cheval sculpté et le soupir de Magnus et la soie safran, qu'il y avait plusieurs types de forces distincts, et que se laisser affermir par un homme qui avait attendu tranquillement pendant 8 ans pour le faire correctement en était une. « Charlotte, dit-il quand elle se recula. « Oui? Voudriez-vous me donner votre réponse maintenant? Je détesterais être prévisible. » Charlotte. « Oui, dit-elle. Bien sûr que oui. Avez-vous imaginé un seul instant que j'avais monté la jument grise sur 4 miles dans votre direction chaque dimanche pendant 3 semaines pour une autre réponse? J'avais espéré. Vous aviez espéré correctement. » Il l'embrassa de nouveau, brièvement, formellement, comme s'il avait de très nombreuses années devant lui pour le faire moins formellement. Il lui offrit son bras. Ils retournèrent ensemble dans la longue salle de bal blanche de l'auberge du Lion Noir. Et l'évêque d'Oxford, qui ne manquait presque rien, observa la manière de leur retour et dit doucement au comte de Wickham: « Je pense que nous aurons un mariage avant la moisson. Avant le blé, certainement, » acquiesça le comte. Ils se marièrent dans la petite église paroissiale d'Ashbourne, 3 semaines plus tard, le matin du jour le plus long de l'année. Charlotte ne portait pas de safran, mais de l'ivoire. Madame Hartley avait insisté, et Charlotte, qui avait développé en 8 semaines un immense respect pour les opinions de Madame Hartley sur tous les sujets sauf le catalogage de livres, avait cédé. Le mariage fut discret, en présence du comte et de la comtesse de Wickham, de l'évêque d'Oxford, et de la vieille Madame Hatch de Pendine Hall, qui avait marché les 4 miles dans son plus beau bonnet noir et ne se laissa pas persuader de monter en voiture. Sir Edmund n'assista pas. Il n'avait pas été invité. Lady Constance n'assista pas. Elle avait été invitée une fois, sur un carton blanc rigide que Charlotte avait écrit de sa propre main, avec une observance précise des formes sociales. C'est Lady Constance, Charlotte en fut informée de sources sûres, avait lu le carton, était devenue blanche autour de la bouche, et s'était discrètement retirée à Bath pour la saison. Geneviève envoya des fleurs. Charlotte les mit dans le petit salon et n'écrivit pas pour la remercier, mais ne les jeta pas non plus. Il n'y avait décidé Charlotte, rien à gagner à punir une jeune fille de 19 ans pour le caractère de sa mère. Elle écrirait à Geneviève, éventuellement. Pas encore. Le cheval sculpté se tenait sur la table d'écriture de la bibliothèque sud d'Ashbourne Park, sa crinière à 7 mèches captant la lumière du matin. Et à côté, Tristan l'avait discrètement sorti de sa propre bibliothèque le matin du mariage, son jumeau. 2 chevaux sculptés, l'un donné par l'oncle de Charlotte à un jeune homme de 15 ans, l'autre sauvé par une nièce de 18 ans d'un sac de charité le lendemain de la disparition de cet oncle. Mise côte à côte enfin, 20 ans et une vente aux enchères, et 3000 livres, et 4% d'intérêt simple, après que Lord Henry Pembury eut commandé le lot. Elle raconta cette histoire à son premier enfant, 4 ans plus tard. Une petite fille grave nommée Henrietta, d'après l'oncle qui avait tout arrangé. Et sa fille, qui avait hérité des yeux gris ardoise de son père et de l'habitude de sa mère d'ajuster son poignet gauche quand quelque chose se passait bien, écouta avec l'attention absolue d'une enfant qui a compris que l'histoire est vraie. « Et quoi ?» demanda Henrietta à la fin. « Est-il arrivé à l'intérêt de 4%? »« Il est toujours payé, » dit gravement Charlotte. « En votre faveur. La mienne, la vôtre. Par papa? Par papa. Pour combien de temps? Pour le reste de sa vie naturelle. C'était dans le contrat.
Henrietta réfléchit à cela. Elle ajusta, avec un calme absolu, le poignet de sa petite manche gauche. « Cela semble juste, dit-elle. Dans la bibliothèque sud, Magnus, 18 ans maintenant, et presque entièrement aveugle, mais toujours magnifiquement digne, soupira dans son sommeil sur le tapis entre les tables d'écriture. La rivière coulait. L'aubépine au bord de la pelouse était dans sa deuxième floraison de l'année. Tristan, entrant du bureau de l'intendant en manche de chemise, avec une liasse de loyer de Coombe Farm sous un bras, s'arrêta dans l'embrasure de la porte pour regarder sa femme, sa fille, son chien ancien et les 2 chevaux sculptés de son défunt mentor. Et les yeux gris ardoise avaient le regard entièrement franc qu'ils avaient porté le matin du Kedgery. « Charlotte, dit-il. Oui, je suis venu vous consulter à propos d'une teignure. Bien sûr que vous êtes venu. Coombe Farm a besoin d'un nouveau toit. Coombe Farm a besoin d'un nouveau toit depuis 2 ans. Oui, dit-il. Mais je viens seulement de décider de faire quelque chose à ce sujet. Sous l'autorité de qui? La vôtre, si vous me l'accordez. Elle le regarda. Les chevaux sculptés se tenaient entre eux sur la table d'écriture. Henrietta, 4 ans et déjà une personne d'une discipline interne redoutable, s'était blottie contre sa mère et regardait son père avec la fermeté d'une petite adulte. « Accordé, dit Charlotte, selon des termes de ma rédaction. À 4%. À 4%. En faveur de qui? La nôtre, dit-elle doucement. En notre faveur. » Il traversa la bibliothèque, se pencha et embrassa le sommet de la tête de sa femme, et puis, avec grand soin, le sommet de celle de sa fille. Les loyers de Coombe Farm, il les posa sur la table d'écriture à côté des 2 chevaux sculptés. Magnus, l'entendant, ouvrit un œil laiteux, considéra la situation et se rendormit paisiblement. Dehors, derrière les 3 hautes fenêtres, la rivière coulait, rapide et silencieuse, sous la longue lumière du milieu de l'été. L'aubépine sentait comme elle avait senti dans la cour de gravier de Pembury Hall, le 2 mai, l'année où Charlotte Pembury n'avait pas tressailli quand sa belle-mère avait annoncé le prix. Elle ajusta le poignet de sa manche gauche. Elle ne pleura pas. Elle sourit cependant, brièvement, entièrement, d'une manière dont elle avait cru avoir perdu la capacité. Au petit cheval sculpté, avec 7 mèches de crinière, que Lord Henry Pembury avait donné au fils d'un duc en 1806, et à son jumeau, et à son mari, et à sa fille, et au long, calme et domestique après-midi de sa propre vie remarquable, non vendue, non achetée, librement choisie. Si vous avez déjà été évalué par des gens qui n'avaient pas le droit de fixer votre valeur, et que vous êtes resté silencieux parce qu'il n'y avait encore rien à gagner à parler, et qu'ensuite vous avez vu un étranger entrer dans la cour de gravier et payer délibérément la mauvaise somme pour que la facture ne soit jamais due à personne d'autre que lui, laissez un commentaire avec le moment de cette histoire où vous l'avez vu le plus clairement. Abonnez-vous si vous souhaitez une autre histoire au coin du feu ce dimanche, et d'ici là, approchez un peu votre chaise du feu si la soirée est froide. Il y a une bouilloire sur le feu. Il y a toujours une histoire de plus.